Merci, bonjour à tous. Merci pour le petit tour de table. Donc, moi, c'est Fanny Floriot. Donc, je travaille à l'ADEME, à la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone. Et du coup, je suis en charge de tout ce qui touche à la comptabilité carbone des organisations et notamment à la rédaction de l'avis de l'ADEME sur la neutralité carbone que vous avez peut-être vu passer. Je vais couper ma caméra et j'ai des gros problèmes de connexion Internet. Donc, j'espère que ça va passer ce matin. Mais du coup, n'hésitez pas à m'arrêter pour me dire qu'on ne m'entend plus du tout, si jamais je deviens un peu en mode robot. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon et vous voyez bien la présentation? Oui. Super. Alors, du coup, ce matin, de quoi va-t-on parler? Donc, de neutralité carbone. L'idée, là, c'est de vous dresser un petit peu un panorama de qu'est-ce qu'on entend par la neutralité carbone, les différentes définitions qu'on peut retrouver et définir un peu mieux ce concept-là pour pouvoir, vous, de votre côté, après, pouvoir construire une démarche qui soit robuste et cohérente avec cet enjeu. Alors, très rapidement, alors c'est une présentation qui est un petit peu plus large, donc sur certaines parties, on va passer un peu plus vite parce que ce n'est pas forcément des choses qui seront nécessaires et qui seront nécessaires forcément de détailler. Mais globalement, on va revenir sur la neutralité carbone en tant qu'objectif planétaire, voir un petit peu comment ce concept de neutralité carbone a été repris aux différentes échelles et les problèmes et les limites que ça peut engendrer. Et enfin, du coup, comment, lorsqu'on est une entreprise, on peut concrètement agir pour l'objectif de neutralité carbone. Donc, la neutralité carbone, un objectif planétaire. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la neutralité carbone, on l'a définie, la première fois qu'on la retrouve officiellement dans les textes, c'est dans l'accord de Paris, donc avec son article 4, qui définit la neutralité carbone comme l'équilibre entre les émissions d'un côté par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre de l'autre côté, avec un objectif d'atteindre cet équilibre-là dans la deuxième moitié du siècle. Cet objectif du coup de neutralité carbone a été repris ensuite et un peu plus détaillé dans le rapport du GIEC de 2018, donc son rapport spécial 1.5, qui détaille un peu plus cet objectif dans le sens où il nous indique que pour pouvoir respecter un objectif de rester en dessous des 1,5 degrés, ça nécessite vraiment d'arriver à ce net zéro planétaire en 2050. Pardon. Et surtout, il y a plusieurs scénarios qui ont été proposés par le GIEC. Et dans tous ces scénarios, ce dont on s'aperçoit, c'est que cet objectif de neutralité carbone ne pourra être atteint qu'avec des réductions drastiques des émissions, une transformation de notre société assez radicale, étant donné que les puits de carbone, il va falloir les développer, mais leur capacité est limitée à l'échelle de la planète par rapport au niveau des émissions qu'on a aujourd'hui. Enfin, cet objectif de neutralité carbone, vous le retrouvez aussi dans la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone du ministère. Donc, sa dernière version, c'est celle de 2019. C'est un document qui est mis à jour régulièrement. Et donc, dans la SNBC, ce que vous retrouvez, c'est l'objectif de neutralité carbone à l'échelle de la France à horizon 2050, donc, qui est défini de la même manière que dans l'accord de Paris, avec l'équilibre entre les émissions d'un côté et les séquestrations de l'autre, avec entre guillemets, une subtilité différente, étant donné on a changé d'échelle, qu'on n'est plus à l'échelle de la planète, mais qu'on n'est qu'à l'échelle de la France, c'est d'atteindre cet équilibre sans achat de crédits carbone internationaux de compensation et aussi en mettant en place une politique forte de réduction de l'empreinte carbone nationale, ce qui veut dire de réduire aussi nos émissions indirectes qui ont lieu du coup en dehors du territoire français. Donc, comment atteindre cette neutralité? Il y a 2 leviers d'action qui sont nécessaires et qu'on retrouve finalement dans la définition. C'est qu'il faut d'une part réduire ses émissions et d'autre part séquestrer le CO2 dans les puits à la fois biologiques ou technologiques. Par contre, il faut vraiment avoir en tête, et c'est ce que nous montrent tous les scénarios, c'est que notre rythme d'émission aujourd'hui est si élevé et que les capacités, qu'elles soient techniques ou économiques, de séquestration sont limitées. C'est bien la réduction des émissions qui doit être privilégiée et mise en œuvre en priorité. Et dans tous les scénarios du coup, qui ont pu être mis en place, il faut vraiment avoir en tête que la séquestration n'est en fait qu'une alternative à la réduction des émissions et on ne peut pas se dire que c'est la séquestration qui va jouer un rôle majeur dans l'atténuation du changement climatique. Par ailleurs, quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant, puisqu'on parle souvent séquestration d'un côté, réduction de l'autre, mais c'est qu'il faut vraiment essayer, en plus de développer des puits carbone supplémentaires, mais c'est surtout protéger les stocks existants aujourd'hui dans les forêts et les sols.
et favoriser du coup cette augmentation des puits naturels plutôt que des puits technologiques, dont la mise en œuvre aujourd'hui est encore très coûteuse, consommatrice d'énergie et dont on n'est pas forcément très, très à l'aise avec, avec le développement. Juste pour que vous ayez quelques ordres de grandeur en tête, à gauche, des chiffres, enfin voilà, c'est juste pour avoir les ordres de grandeur. Grosso modo, les émissions mondiales en 2018, on était à 40 milliards de tonnes de CO2. Et dans un de ces rapports, donc du coup dans le rapport 1.5, le GIEC a estimé globalement le potentiel de séquestration des différentes technologies, alors qu'elles soient naturelles ou pas, hein, à horizon 2050. Donc pour tout ce qui est forêt, on pourrait réussir à séquestrer par an donc 500 à 3 600 millions de tonnes par an. Pour tout ce qui est BECS, donc là c'est vraiment la capture et le stockage, on est de 500 à 5000. Et de la même manière, pour le DAX, là, c'est de la captation directe. On est pareil de 500 à 5000 millions de tonnes par an. Donc, grosso modo, par rapport aux 40 milliards qu'on a aujourd'hui, même si on est tout, alors sachant que les fourchettes hautes ont peu de chances d'être atteintes, d'après le GIEC, mais bon, si on met vraiment tout en œuvre, on pourrait atteindre les fourchettes hautes, donc on va dire le 3600 à 5000, sachant qu'on est du coup à 40 000 par an. Grosso modo, il n'y a pas trop de débat sur le fait qu'il va falloir vraiment réduire parce que même si on met tout en place, on ne pourra jamais couvrir le niveau d'émissions qu'on a aujourd'hui. De la même manière, à droite, vous avez le graphique de l'objectif de la SNBC en France. On voit bien du coup que les émissions de GES en bleu, en vert, vous avez les capacités de puits de carbone en France, même en les développant le plus possible. On s'aperçoit bien qu'il n'y a pas vraiment de débat sur le fait qu'il va vraiment falloir réduire en priorité les émissions si on veut pouvoir atteindre cet équilibre d'ici 2050. Donc ça, c'était pour la définition, si je peux dire, scientifique de la neutralité carbone à l'échelle de la planète telle qu'elle a été définie. Mais il faut savoir que ce concept-là de neutralité carbone est largement repris depuis plus de 10 ans, notamment dans le secteur privé qui utilise beaucoup cette notion de neutralité carbone. Et cette approche-là de la neutralité carbone qu'on retrouve dans le secteur privé, elle découle vraiment des mécanismes de compensation carbone volontaire qui ont été introduits par le protocole de Kyoto, avec les mécanismes de compensation que vous avez peut-être déjà entendu parler, MDP, MOC. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a aujourd'hui une très, très grande hétérogénéité des démarches, que ce soit dans la définition même de la neutralité carbone que ce à quoi elle est appliquée. Typiquement, vous avez des objets très différents qui peuvent être neutres en carbone, donc que ce soit une entreprise, un événement, des produits, des services, des vols d'avion, des pleins d'essence, etc. Sur le périmètre des émissions qui est considéré, dans la démarche, il y en a certains qui le font que sur les émissions directes, d'autres émissions directes, émissions indirectes, certains pour les produits sur tout le cycle de vie ou juste sur une partie. Sur l'ambition d'un objectif de réduction, il y en a il y a certaines démarches de neutralité qui ne font que de la compensation, où il n'y a strictement aucun objectif de réduction qui est imposé. À la fois sur l'ampleur et la nature de la compensation. On y reviendra peut-être tout à l'heure, et je pense également dans la deuxième intervention, il y a plusieurs types de projets de compensation que vous pouvez trouver. Il y en a certains, c'est de la séquestration pure, d'autres, on est sur de la réduction d'émissions. De la même manière, il y a énormément d'hétérogénéité sur la temporalité, à savoir est-ce qu'on peut se dire qu'on est neutre aujourd'hui ou pas, ou c'est forcément un objectif de long terme. Et après, il y a aussi énormément de débats et de démarches différentes sur la formulation même de la déclaration, à savoir est-ce qu'on peut dire ou pas que je suis neutre. Et le pourquoi, c'est qu'en fait, il n'y a aucune définition qui est commune, partagée à l'échelle internationale sur qu'est-ce que la neutralité carbone à une autre échelle que la planète. Donc là, je vous ai mis, alors c'est pas du tout exhaustif, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais je vous ai mis quelques exemples de démarches qui existent autour de la notion de neutralité carbone à l'échelle internationale. Donc vous avez tout à gauche le PAS 2060, qui est un standard qui a été développé par les Anglais, avec du coup autour trois petits logos certification de neutralité carbone qui s'appuient du coup sur ce PAS 2060. Au milieu, le Carbon
neutrale par le Costa Rica. Ça, c'est typiquement, c'est un label qui a été développé au niveau du Costa Rica par le gouvernement pour une démarche un programme de neutralité carbone des entreprises. Vous avez le Climate Neutral Now, qui ça est le label du coup de l'UNFCCC autour de la neutralité carbone. Vous avez Science Based Targets qui est en train de développer du coup son référentiel de neutralité carbone. Vous avez la Net Zero Initiative de Carbone 4 qui, pareil, développe une démarche autour de la neutralité carbone des organisations. Et enfin, tout en bas à droite, vous avez, juste pour information, il y a également un projet de norme ISO, donc la 1468 sur la neutralité carbone, qui a démarré l'année dernière, qui a vocation du coup à publier une norme sur la neutralité carbone à toute échelle. Et donc, pourquoi il y a un foisonnement des démarches et du coup une hétérogénéité aussi autour de ces démarches dès qu'on change d'échelle? C'est que finalement, appliquer ce concept scientifique de neutralité carbone à une autre échelle que la planète, ça engendre des biais méthodologiques et éthiques qui ne sont pas forcément acceptables, en tout cas du point de vue de l'ADEME. Le premier, c'est la non-additionnalité des démarches. Pour pouvoir cumuler du coup les émissions des différents acteurs et puis a fortiori du coup l'atteinte de la neutralité carbone arithmétique, c'est-à-dire d'atteindre ce zéro de tous les acteurs, il faudrait que chacun ne comptabilise ses émissions que sur ses émissions directes. Or, on sait tous, et je pense que vous avez dû vous en rendre compte du coup dans l'exercice de bilan geste que vous êtes en train de faire les uns et les autres, c'est que les émissions indirectes, ça représente quasi systématiquement la part prépondérante des émissions des entreprises. Donc finalement, raisonner sur un périmètre restreint qui serait que les émissions directes et donc ne cibler des actions que sur ce périmètre-là et exclure de la démarche des entreprises la part prépondérante des émissions, alors qu'on parle d'un objectif qui est quand même assez ambitieux, d'atteindre la neutralité à l'échelle de la planète, ça fausserait complètement la part de responsabilité finalement de chacun des acteurs et sur lesquels il faudrait vraiment agir. Et il y a peu de chances, in fine, qu'on atteigne cette neutralité carbone si tout le monde ne s'intéresse qu'à ses émissions directes. Deuxième difficulté, c'est l'absence d'équité qu'on va retrouver entre les acteurs. En fait, en réduisant trop l'échelle de comptabilité des émissions, on va forcément creuser des inégalités au regard justement des possibilités qu'ont les uns et les autres de réduire les émissions et des possibilités de séquestration de chacun. Un exemple tout simple qu'on peut vous donner, c'est typiquement un territoire qui est doté d'un patrimoine forestier important versus un territoire qui n'a absolument pas de patrimoine forestier et qui a peu de capacité naturelle pour le développer. Pour grossir un peu le trait, si on prend la Creuse en France, la Creuse atteint de la neutralité carbone, je pense que ce n'est pas forcément très compliqué en réduisant un petit peu ses émissions par rapport au patrimoine forestier et de séquestration qu'elle a naturellement. Par contre, on prend l'Île-de-France qui pourtant a quand même un gros patrimoine forestier, mais qui à côté de ça a une densité urbaine telle qu'elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais atteindre la neutralité carbone à son échelle pour équilibrer émissions et séquestration. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la Creuse peut arrêter d'essayer de réduire trop ses émissions parce que finalement, elle n'a pas forcément besoin de trop le faire puisqu'elle a un patrimoine forestier important. Par contre, en Île-de-France, ils n'arriveront jamais à l'atteindre quoi qu'ils fassent. Donc, il y a forcément du coup une équité, une absence d'équité qui est importante dès lors qu'on veut raisonner à vraiment atteindre ce zéro. C'est vraiment la recherche du zéro qui fait qu'on va avoir des problèmes, un creusement entre guillemets des inégalités entre les uns et les autres. Et on retrouve exactement la même chose au niveau des entreprises, alors de manière moins flagrante, si je peux dire ça comme ça, mais vous avez typiquement des entreprises qui ont du patrimoine forestier ou alors des entreprises qui ont une activité agricole qui fait qu'elles ont des capacités de pouvoir stocker, ou alors d'autres entreprises qui n'ont strictement, entre guillemets, rien à voir avec le sol et les forêts et qui, pour elles, pour le coup, n'ont pas de possibilité de séquestrer au sein de leur périmètre d'action. Et enfin, dernier point qui est presque, j'aurais envie de dire, le plus important, c'est l'immobilisme qui risque d'être engendré par cette focalisation d'atteindre le zéro. Puisque l'idée sous-jacente étant que une fois qu'on a atteint le zéro, c'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait et il n'y a pas forcément d'intérêt de réduire davantage son impact sur le changement climatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, le double tranchant avec le fait de vouloir absolument chercher à afficher ce zéro-là, c'est que aujourd'hui, dans la
capacité qu'on a et dans la définition assez classique qu'on retrouve qui est, étant donné que voilà, à l'échelle d'une entreprise, la seule façon qu'on a de séquestrer des émissions, c'est de passer par des projets de compensation. C'est que certaines organisations vont chercher finalement des actions de compensation qui sont aujourd'hui directement accessibles à moindre coût, au détriment de chercher finalement des réelles actions de réduction sur leurs propres émissions et vont finalement investir dans des projets de compensation plutôt que d'investir dans leur propre entreprise dans des projets du coup qui sont certes plus onéreux à court terme, mais qui permettraient une réduction plus pérenne de leurs émissions. Mais donc concrètement, après avoir dit tout ça, comment on fait quand on est une entreprise et qu'on veut quand même s'inscrire dans cette trajectoire de neutralité carbone qui est celle qu'on se fixe tous les uns et les autres, que ce soit à l'échelle des États ou à l'échelle de la planète. Il faut vraiment garder en tête que c'est un objectif quand même commun moteur qui nécessite vraiment que tout le monde s'engage. Ce n'est pas les États tout seuls qui vont atteindre la neutralité carbone, ce n'est pas la planète toute seule. Il faut forcément que territoires, organisations et citoyens s'engagent dans cette démarche de neutralité carbone. Et au niveau des organisations, ce que nous, on entend, c'est que finalement, l'entreprise doit vraiment agir le plus possible sur 3 piliers qu'elle doit mettre en place de manière concomitante. Et donc, le premier des piliers, c'est de mettre en place une stratégie climat qui soit cohérente avec l'accord de Paris et sur son périmètre de responsabilité. Donc finalement, c'est ce sur quoi vous êtes engagé là aujourd'hui du coup dans la démarche. Donc ça, c'est vraiment la priorité, c'est du coup de réduire ses émissions sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc on est bien sur émissions directes, émissions indirectes et en impliquant du coup l'ensemble des parties prenantes de son écosystème. Mais également en séquestrant du carbone quand c'est possible. Donc ça dépend effectivement de votre secteur d'activité et surtout en essayant de s'assurer de préserver les stocks existants. C'est vrai que c'est une démarche qu'on n'avait pas forcément en tête depuis toujours. On est toujours dans il faut réduire, il faut réduire, il faut réduire. Mais aujourd'hui, il faut vraiment essayer de réfléchir aussi lorsqu'on réduit, de s'assurer que les actions de réduction finalement qu'on peut mettre en place n'ont pas entre guillemets un double effet qui se coule, qui serait de dénaturer les stocks existants de séquestration. Donc, je pense, quand je parle de ça, je pense notamment à tout ce qui peut engendrer finalement de la déforestation, alors sans aller sur de la déforestation massive, mais juste même sur un prélèvement trop important de ressources dans les forêts, ou alors un usage des sols qui serait vraiment très différent, qui entraînerait du déstockage carbone. Donc, c'est vraiment une double, voilà, avoir ça en tête lorsque je mets en place des actions de réduction, s'assurer qu'il y ait vraiment aussi une préservation des stocks existants de ce côté-là. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des outils pour vous accompagner, puisque du coup, sur cette partie-là, je pense que vous avez fait le tour dans le cadre du coup de la promotion climat, mais on pourra y revenir si jamais vous avez des questions. La deuxième chose qu'il faut aussi avoir en tête quand on est une entreprise et qu'on veut vraiment s'engager dans une démarche de neutralité carbone, c'est essayer tant que possible aussi de participer à la décarbonation du système en mettant du coup sur le marché des services et des solutions bas carbone, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, l'objectif de neutralité carbone, il nécessite vraiment une réduction systémique des émissions de notre société. Et du coup, pour participer à cette réduction systémique, il faut autant que possible mettre sur le marché des produits et des services bas carbone. Et donc, une façon de pouvoir quantifier, c'est finalement, moi, je participe aussi à la décarbonation du système en mettant en place cette solution qui va permettre, du coup, à mes utilisateurs de réduire leurs émissions. Donc, il faut vraiment aussi avoir en tête je réduis chez moi, mais j'essaye aussi, de par mon activité, de réduire chez les autres. Et enfin, la dernière façon de contribuer, ça reste, parce que du coup, je ne voudrais pas que dans mes messages précédents, il faut absolument arrêter le financement de projets de compensation, donc que ce soit des projets de réduction des émissions ou de séquestration chez les tiers, pas du tout. L'ADEME n'est pas du tout contre la compensation carbone, au contraire. C'est vraiment une contribution, cette contribution financière, elle s'inscrit vraiment dans un contexte de solidarité climatique et elle permet vraiment la réalisation de projets qui sont durables et essentiels pour faire avancer tout le monde. Il y a énormément de projets qui ne pourraient pas voir le jour s'il n'y avait pas cette contribution financière de compensation carbone. Et ces projets-là sont tout aussi importants à être mis en place à l'échelle de la planète si on veut atteindre cet objectif de neutralité carbone.
Donc autour de la compensation carbone, si vous avez pas mal de questions, alors je ne voudrais pas empiéter du coup sur l'intervention d'après, mais du coup, il y a une plateforme qui a été mise en place, qui est financée par l'ADEME, qui a été mise en place par CO2 Solidaire, qui est le programme de compensation volontaire du GRES, une ONG, qui s'appelle Info Compensation Carbone. Sur lequel vous retrouvez vraiment, entre guillemets, toutes les informations autour de la compensation volontaire, comment ça marche, quels sont les acteurs, les prestataires qui proposent de la compensation, le type de projet, le coût, et cetera, et cetera. Vous avez également, ce que je mettais là au milieu, deux notes qui ont été faites par l'ADEME. Donc une première qui sont sur les bonnes pratiques de compensation. Donc qu'est-ce qu'un bon projet de compensation carbone? Quels sont les critères à regarder? Quelles sont les bonnes pratiques autour de cette démarche-là, ainsi qu'un guide sur vraiment la compensation volontaire. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, sachant que là, c'est l'ancienne version et qu'il est en train d'être mis à jour et qui devrait être mis à jour bientôt. Et enfin, tout à droite, je vous ai mis des exemples de labels qui existent autour de la compensation volontaire, justement pour certifier les projets. Donc, le label bas carbone, ça, c'est au niveau français pour des projets qui sont développés en France et donc qui est géré par le ministère de l'Environnement. Et en dessous, vous avez les deux principaux standards qui existent au niveau international sur le marché de la compensation volontaire. Donc, eux sont le Gold Standard et le Vera, qui est l'ancien VCS. Mais j'imagine du coup que vous en reparlerez tout à l'heure lors de la prochaine intervention. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut y revenir. Donc, si je conclus très rapidement, la neutralité carbone, donc qui est définie comme vraiment cet équilibre, ce zéro à atteindre entre les émissions et les séquestrations, n'a vraiment de sens qu'à l'échelle de la planète. À toute autre échelle, se focaliser sur voilà, je veux atteindre zéro, ça, pour nous, ça n'a pas de sens. Et c'est dans ce sens-là où on considère qu'une entreprise, un produit, un territoire ne peut être neutre en carbone. Vraiment, c'est le wording neutre en carbone qui, pour nous, n'a pas de sens. Par contre, une entreprise s'engage dans une démarche de neutralité carbone. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Et que surtout, pour atteindre cet équilibre d'ici la deuxième moitié du siècle, il n'y a pas de choix que toutes les entreprises s'engagent dans une démarche de neutralité carbone. Mais qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui est engagée dans une démarche de neutralité carbone? C'est qu'elle met en place une stratégie de réduction compatible avec l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Je ne l'ai pas forcément détaillé tout à l'heure, mais compatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire avec des objectifs ambitieux de réduction. Elle participe aussi autant que possible au regard de son activité à la décarbonation de l'écosystème et elle contribue, lorsqu'elle le peut, au financement de projets durables chez des tiers de manière à ce encore une fois, on participe collectivement à tout cet objectif-là qui est, comme on l'a vu au tout début, très largement ambitieux à l'échelle de la planète. Voilà pour moi. Bonjour, Virginie d'Axeléo. J'ai une petite question. C'est quoi, du coup, ce projet de norme ISO dont vous parliez sur la neutralité carbone? Alors, le projet de norme ISO, c'est comme toutes les normes qui existent, que vous avez du coup au niveau ISO, que ce soit sur le management de l'énergie, le management environnemental. Vous en avez une aussi pour la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est la même chose, c'est un projet de norme. Alors, vous dire aujourd'hui sur quoi ça va aboutir, c'est très compliqué parce que les discussions sont très compliquées. Du coup, j'avais une petite slide là-dessus, mais je ne voulais pas être trop longue. Mais au pire, de toute manière, je enverrai la présentation à Antonin qui vous l'enverra. Et donc, il y aura une slide là-dessus pour justement expliquer les débats qu'on a au niveau ISO aujourd'hui et qui sont très complexes. Le projet qui a été déposé, c'est un projet de norme qui est porté par les Anglais et qui a été déposé et sur un spectre très, très large. C'est la neutralité carbone. On ne sait pas trop si c'est que sur les émissions directes, que sur les émissions indirectes. Ça, c'est encore flou, c'est toujours en discussion. Mais c'est la neutralité carbone à l'échelle des organisations, des produits, des événements, des bâtiments, des territoires, des collectivités et 3 petits points. Donc, logiquement, la norme est censée traiter tous les sujets, ce qui la rend d'autant plus difficile du coup à écrire puisque la comptabilisation ne se fait pas forcément de la même manière selon de quoi on parle, si on parle d'un bâtiment ou d'une organisation. Et il y a vraiment en fait deux grands débats entre guillemets, deux grandes équipes, si je peux dire ça comme ça, qui s'opposent au niveau du groupe ISO. C'est à la fois ceux qui sont plutôt dans ce que je viens de vous présenter, il faut absolument qu'il y ait une démarche très robuste et ambitieuse de réduction et
de réduction des émissions et de garantie de robustesse de tout ce qui est projet de compensation. Et on va dire l'autre équipe qui est dans, il ne faut pas être dans une norme qui soit trop restrictive, sinon elle ne sera jamais utilisée et c'est une norme qui ne servira à rien. Donc plutôt dans une team, il faut quand même pouvoir faire du business et de la certification avec la norme une fois qu'elle sera publiée. Donc voilà, on va dire que ces deux visions s'opposent et qui fait que logiquement, un projet de norme, ça s'écrit sur 3 ans. Là, je ne suis pas certaine qu'on arrive à aboutir à un texte définitif au bout de 3 ans, parce que je ne sais pas si vous êtes forcément familier avec comment ça marche à l'ISO, mais donc à l'ISO, vous avez tous les pays peuvent participer à l'écriture du projet. Là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même un projet qui mobilise beaucoup au niveau ISO, puisqu'on a vraiment une très grosse participation. Il y a 130 experts qui participent au groupe de travail qui représentent une trentaine de pays. Et donc l'idée, c'est, voilà, entre guillemets, on s'enferme pendant 3 ans et on écrit un projet de norme qui est à chaque fois partagé en concertation avec l'ensemble des pays qui font remonter tous leurs commentaires sur ce qui est écrit. Et au bout de 3 ans, normalement, la norme est publiée pour pouvoir permettre du coup après qu'elle soit suivie par les entreprises et qu'on puisse faire de la certification sur la norme en question. Oui, bonjour, Vincent Basse de l'ENS. Est-ce que vous pourriez préciser la différence entre puits de carbone et séquestration, en donnant des exemples de séquestration pour des entreprises ou des établissements publics? Oui, alors, en fait, on fait une différence entre guillemets, absorption et séquestration, dans le sens où absorber, typiquement, quand vous faites une culture de maïs, pendant que le maïs va pousser, il y a du carbone qui est absorbé, mais finalement, cette absorption va avoir une très courte durée, étant donné que une fois que le maïs a poussé, vous allez couper pour pouvoir le récolter. Donc, on fait la distinction entre absorption et séquestration. Séquestration, ça veut dire que du coup, le carbone est séquestré sur le long terme et n'est pas rejeté dans l'atmosphère très rapidement. Et donc, sur la séquestration, vous allez avoir du coup cette séquestration sur tout ce qui est dans les projets de forêt, reforestation ou d'amélioration de la gestion forestière. Donc ça, on va augmenter les puits de carbone de cette manière-là. Après, vous avez des projets de puits technologiques de séquestration de carbone où là, c'est vraiment, on va récupérer entre guillemets, les émissions de CO2 sur des grosses usines type cimenterie, etc., pour reséquestrer, pour réinjecter, entre guillemets, ce CO2, le capter et le réinjecter dans le sol, de manière à ce qu'il ne soit pas émis. Donc ça va être plutôt des solutions technologiques. Et c'est vrai que toutes ces solutions technologiques sont très coûteuses. Et leur développement est assez incertain. Je pourrais renvoyer le lien si ça intéresse certains. Il y a eu un avis de l'ADEME qui a été sorti justement sur les potentiels de séquestration technologique à l'échelle de la France. Et on s'aperçoit que notre potentiel est déjà assez limité parce que du coup, d'un point de vue économique, très coûteux, mais même dans le temps, c'est des séquestrations technologiques, ça va être aussi limité dans le sens où, étant donné que c'est sur ces industries-là et sur ces gros émetteurs-là qu'on arrive à faire quand même pas mal de progrès pour réduire les émissions, plus on réduit les émissions, plus on réduit finalement le potentiel de séquestration aussi, puisqu'il y aura moins d'émissions à séquestrer. Donc finalement, au fil du temps, ces technologies-là sont peu pérennes, si je peux dire ça comme ça, étant donné qu'on va avoir tendance à, justement, sur ces gros émetteurs-là, à réussir à faire plus d'efforts, alors que finalement, là où il faut qu'on arrive encore à faire des efforts, c'est sur toutes les émissions qui sont diffuses et qui sont beaucoup plus difficiles du coup à capter et à séquestrer. Rebonjour Raphaël du groupe ADECO. Alors, je suis désolée, j'ai 2 questions en une. La première, c'est vérifier un petit point méthodologique, parce qu'on a eu pas mal de discussions chez nous et on voudrait être sûr qu'on part dans la bonne direction sur ce qui concerne les projets de compensation qu'on finance, puisqu'on vise la neutralité, c'est ce que vous disiez, il va falloir qu'on en mette en œuvre. On est bien d'accord que du coup, il faut qu'on s'assure de financer dès à présent pour additionner tous ensemble sur l'année 2030 pour ce qui nous concerne, ce qui sera compensé sur l'année 2030, nous permettre d'atteindre la neutralité. On ne commence pas à additionner dès aujourd'hui, c'est ça, on ne prend pas à crédit, entre guillemets. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que, pour être sûr de bien comptabiliser ces actions de compensation, il faut forcément partir avec des projets qui seront labellisés bas carbone, ou est-ce qu'on peut partir avec d'autres organismes
qui semblent somme toute très sérieux et avec lesquels on pourra s'assurer que on pourra bien déduire, entre guillemets, de ce qui nous reste à compenser, ce qu'on compensera à travers ces projets. Alors, il n'y a pas forcément de réponse à la question dans le sens où, comme je disais, il n'y a pas de définition de qu'est-ce que ça veut dire une entreprise neutre en carbone et comment on est censé atteindre ce zéro. Nous, on essaye plutôt de dire arrêtez de chercher à vouloir absolument atteindre ce zéro et justement faire une soustraction. Ça n'a vraiment pas de sens. Étant donné que les émissions n'ont pas du tout la même temporalité, on n'est pas du tout sur le même périmètre. Après, de vouloir se dire que le montant des émissions que vous allez du coup compenser est égal à vos émissions, ça, moi, ça me pose vraiment pas de souci. Sur le fait que les projets que vous allez financer aujourd'hui ne peuvent pas permettre, entre guillemets, de compenser les émissions que vous allez faire en 2030. Ça, c'est sûr que non, parce qu'il y a vraiment une temporalité des émissions. Si on reste sur l'idée d'avoir financé des projets de compensation à la hauteur de vos émissions, il faut bien que ce soit vos émissions en 2030 et que ces réductions d'émissions ou ces séquestrations d'émissions aient lieu en 2030 également. Ok, bon, c'est ce sur quoi on est parti, donc ça me rassure. Oui, ça a plus de sens. Après, sur les labels utilisés, alors ça n'engage que moi, mais oui, globalement, ça suit quand même les bonnes pratiques de l'ADEME. Il n'y a absolument aucune obligation d'utiliser uniquement le label bas carbone en France. Le label bas carbone, c'est vraiment un label qui a été mis en place au niveau français pour développer des projets de compensation volontaire sur le territoire français. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les projets de compensation volontaire, ils ont émergé, du coup, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc du coup en 2008. Et dans le cas du protocole de Kyoto, les projets de compensation volontaire ne pouvaient être développés que dans des pays qui n'étaient pas couverts par les inventaires nationaux de l'annexe du protocole de Kyoto. Donc du coup, on ne pouvait pas faire de projet de compensation volontaire finalement en France, sans passer du coup par l'État français qui lui-même comptabilisait ses émissions et donc on ne devait pas compter le projet deux fois. Donc du coup, c'est pour ça qu'au départ, tout ce qui est projet de compensation volontaire, c'était forcément sur des projets à l'international et pas en France. Et donc après, le label bas carbone a été développé pour pouvoir avoir ces démarches-là aussi au niveau français. Donc le label bas carbone, vous allez avoir que des projets qui se développent en France. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein. C'est très bien de financer aussi des projets sur le sol français. Mais du coup, tous les autres standards, et notamment le Gold Standard ou le Verra que je citais tout à l'heure, sont plutôt sur des projets de labellisation, des projets qui sont à l'international. Et d'une manière générale, la compensation volontaire, c'est un petit peu ce que je mettais tout à l'heure, c'est que le pourquoi ça a été mis en place, c'est vraiment dans cette idée de solidarité climatique et de pouvoir apporter des financements à des projets qui n'ont pas forcément trouvé les financements dans les pays dans lesquels ils ont été mis en place et de pouvoir permettre du coup de la séquestration et de la réduction d'émissions ailleurs. Donc, pour moi, il n'y a vraiment aucune contrainte à aller financer des projets qui n'ont pas lieu sur le territoire français. Ok, merci. Et s'ils n'ont pas du tout de labellisation, il y a pas mal d'acteurs, par exemple, de reforestation, qui ne labellisent pas. Hein. Oui. En France, à l'international, est-ce qu'on est dans la plaque ou pas? Alors, ça dépend de si vous avez les capacités d'aller vérifier et de pouvoir contrôler ce qui est fait. Du coup, tous les critères en fait qui sont vérifiés du coup par ces labels et ces standards au niveau international. C'est pareil, ils sont détaillés et ça, vous pouvez les trouver dans le guide de l'ADEME et même sur la plateforme Infocompensation et d'une manière générale, on peut les redétailler, mais ça veut dire que c'est à vous de vous assurer que ces critères de robustesse et qui garantissent un petit peu que vous n'achetez pas n'importe quoi, il faut que vous soyez en mesure de le vérifier. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets, la certification du coup de tous ces projets, c'est quelque chose qui coûte cher, hein, toujours la certification, mais c'est pas parce qu'un projet n'est pas certifié qu'un projet n'est pas robuste, mais du coup, c'est à vous qu'incombe la vérification de la robustesse du projet. Donc après, c'est à savoir si vous êtes en capacité de le faire ou pas. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Oui, à nouveau, Virginie d'Axeléo, j'ai une petite question aussi, une demande de précision. Quand vous dites que
En gros, pour mettre en place une stratégie efficace, une démarche efficace de neutralité carbone, l'idée, c'est que les entreprises, notamment, mettent à disposition des produits et des services bas carbone. En fait, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par là, puisque c'est compliqué de savoir ce que l'ADEME en fait entend par bas carbone et en quoi c'est vraiment différent notamment pour une entreprise de service, de réduire ses émissions sur sa chaîne de valeur. Alors, il n'y a pas de définition encore très précise. On est en train de travailler sur le sujet, sur voilà, comment pouvoir définir quels sont les produits et les services qui sont étiquetés bas carbone. L'idée, c'est plus de se dire, est-ce que finalement, ce que je vends et ce que je mets sur le marché tous les jours permet de réduire les émissions du coup de mes clients et entre guillemets les accompagne aussi à réduire. L'idée étant de se dire, si aujourd'hui mon activité est uniquement émettrice de gaz à effet de serre et ne fait que émettre, ne fait à mes clients qu'émettre des émissions, etc., et qu'il n'y a pas forcément d'amélioration de ce côté-là, c'est peut-être que mon activité ne va pas dans le bon sens et ne pourra jamais s'inscrire dans une démarche de neutralité carbone à l'échelle de la planète. Et donc, dans ce cas-là, il va peut-être falloir réfléchir à changer de modèle ou à changer de produit ou à changer l'activité première de mon entreprise. À voir après, se pose quand même la question du caractère essentiel du produit ou pas. Mais c'est vraiment essayer de valoriser également les produits et les services qui vont permettre aussi dans leur durée de vie, de réduire les émissions chez les autres. Puisque finalement, il y a quand même des produits où, certes, vous allez augmenter votre capacité de production parce que voilà, c'est un produit qui est très intéressant parce qu'il va permettre d'éviter des émissions chez leurs clients. Mais du coup, vous, de votre côté, vous allez quand même continuer à augmenter vos émissions puisque votre capacité de production va être plus importante. Donc, c'est de se dire de pas forcément… il faut quand même réduire ses émissions chez soi, mais ça ne veut pas forcément dire réduire ses émissions, réduire sa capacité de production si en plus ce produit permet de réduire les émissions lors de son utilisation. C'est juste pour avoir cette double vision qui est OK, je réduis mes émissions chez moi, mais il faut savoir est-ce que mon produit permet aussi de réduire chez les autres. Alors, c'est quelque chose quand vous êtes sur un produit qui est directement sur de la consommation énergétique que vous allez voir directement dans votre bilan, puisque vous avez une ligne dans votre bilan GES qui est justement l'utilisation des produits vendus. Donc, vous allez le voir directement dans votre bilan quand vous êtes sur un produit qui est, entre guillemets, avec une consommation énergétique, mais vous avez des produits qui sont, qui permettent de réduire les émissions chez les autres sans pour autant directement être consommateur d'énergie. Typiquement, si vous êtes un vendeur d'isolants thermiques, de très nouvelle génération super qualité, finalement toutes les mètres carrés d'isolant que vous allez pouvoir installer du coup chez les clients en termes de rénovation énergétique des bâtiments, ça va permettre de réduire les consommations énergétiques et donc in fine de réduire les émissions. Sauf que finalement vous dans votre bilan carbone, c'est pas quelque chose que vous allez quantifier puisque vous vendez des mètres carrés d'isolant qui du coup n'ont pas directement une consommation énergétique. Donc, c'est plus pour avoir en tête voilà, cette mécanique qui est est-ce que finalement ce que je produis et ce que je vends tous les jours participe également à réduire les émissions à l'échelle de la planète, enfin en tout cas chez mes clients. Je ne sais pas si ça répond clairement à votre question. Après, c'est pas parce qu'on vend un produit, c'est pas parce qu'on n'arrive pas forcément à quantifier du coup l'impact, les réductions d'émissions liées à la vente de son produit, que ça veut dire qu'il faut arrêter de vendre son produit. Hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça le sens de la question. C'est vraiment voilà, se poser la question, sortir un peu du spectre juste quand je regarde mes émissions, mais aussi dans quelle mesure je participe aussi à la décarbonation de l'écosystème par l'activité de mon entreprise. Du coup, peut-être juste une dernière question, Fanny, si ça vous va, sur le label bas carbone. Alors, même si vous n'êtes pas directement impliqué dessus, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment pour tous ceux qui, au sein de la promotion climat, chercheraient des projets en France sur lesquels s'investir?
Oui, alors effectivement, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais s'il y en a qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à revenir vers moi et du coup, je les mettrai en contact avec ma collègue qui est directement en contact avec le ministère, parce que c'est vraiment du coup un label qui est géré par le ministère de l'Environnement, qui du coup labellise directement les projets et les tonnes de CO2 qui y sont associées. Il y a des méthodologies entre guillemets, pour qu'un projet soit labellisé, il faut qu'il y ait une méthodologie qui ait été déposée auprès du ministère, donc une méthodologie qui permet justement de quantifier les séquestrations et les réductions d'émissions qui sont associées. Donc, il y a des méthodologies qui ont déjà été développées beaucoup dans tout ce qui est projet agricole et forestier jusqu'à présent. Il y a encore des méthodologies qui sont en cours de développement de manière régulière. C'est I4C qui s'occupe majoritairement du développement méthodologique. Et donc, ensuite, il y a des agrégations de projets qui sont faits et la négociation, entre guillemets, du coût de la tonne de CO2 se fait directement entre l'organisation et le porteur de projet ou l'organisme qui centralise une opération groupée de projets, mais la labellisation est faite directement ensuite par le ministère. Mais du coup, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce label-là et par éventuellement le financement de projet, je peux les mettre en lien avec ma collègue qui pourra du coup vous donner plus d'informations sur le fonctionnement.